Alors le nom de Jim Crow, c'est le nom d'une chanson et d'une danse composée en 1832 par un acteur de blackface qui s'appelait Thomas Dartmouth Rice et qui était un numéro de scène dans lequel cet acteur était censé représenter, chanter la comptine d'un esclave content de sa condition. Et par extension, il a désigné l'ensemble des coutumes, des règles, des lois qui ont servi à maintenir les Noirs américains, donc descendants d'esclaves, sous un régime de domination féroce pendant 70 ans, entre 1890 et 1960, dans les 11 États qui étaient les États qui avaient fait sécession lors de la guerre de 1861-65 pour conserver l'esclavage. Donc mon livre, il se situe à la croisée de la sociologie de l'histoire, et dedans je soumets à une lecture inductive minutieuse un vaste panorama d'études historiographiques pour essayer de construire un modèle sociologique. Ça, c'est la valeur ajoutée du sociologue. Essayer de construire un modèle, c'est-à-dire d'articuler les composantes de ce système, de voir comment elles s'articulent. En composant ce modèle, je donne des outils pour essayer de comprendre ce régime de domination raciale dans sa spécificité, mais aussi je donne un cadre pour essayer de comprendre, pour essayer de comparer ce régime avec d'autres régimes de domination que j'appelle la domination totale, comme par exemple l'apartheid sud-africain, l'Allemagne nazie ou le racisme masqué du Brésil. Alors il faut commencer par un élément qui est ce que j'appelle le mythe de la goutte de sang, qui est que la croyance collective dans le fait que toute mixité entre blanc et noir donne une progéniture qui est catégorisée comme noire. Et c'est un système de classification raciale qui efface ce qui est un fait social, qui est la mixité, et qui donc ne crée que deux catégories, noir et blanc, et qui pour les blancs se traduit par l'obsession de la pureté raciale. Alors on peut représenter le régime de Jim Crow comme un édifice à 3 étages. Le premier étage, c'est l'infrastructure économique, qui est ancrée dans le métayage qui vire à la servitude pour dette, parce que quand le métayer a fini sa saison de travail et qu'on a vendu la récolte, le propriétaire terrien blanc truque les comptes et fait que ce métayer se trouve endetté, loin d'avoir dégagé un profit, et donc il se trouve contraint à continuer de travailler pour le propriétaire terrien blanc, et donc il travaille non plus pour un salaire, mais pour essayer de réduire ses dettes. Et ce trucage, il est favorisé par le fait que le propriétaire blanc peut utiliser la violence pour imposer ses comptes léonins, et donc on voit que d'emblée, la violence joue un rôle intrinsèque, joue un rôle central dans l'imposition de la surexploitation économique. Deuxième étage de Jim Crow, ce que j'appelle le dédoublement institutionnel et l'extraction de la déférence. Alors dédoublement institutionnel, ça fait référence au fait que toutes les institutions ordinaires, les magasins, les hôpitaux, les salles d'attente, les cinémas, les plages, les cimetières, les prisons, sont dédoublés en un réseau qui est réservé aux Blancs et un réseau qui est réservé aux Noirs, donc séparant les deux communautés. Pour vous donner un exemple frappant, la Floride, par exemple, utilise un gibet pour les condamnés à mort blanc et un autre gibet réservé pour les condamnés à mort noire. Alors, en plus de ce dédoublement, il y a ce que j'appelle l'extraction de la déférence, qui est que dans les interactions quotidiennes, les Noirs doivent toujours marquer la supériorité des Blancs et doivent marquer leur indignité et leur infériorité. Ça se traduit par exemple par les termes d'adresse. Les Noirs doivent parler aux Blancs, doivent évidemment retirer leur chapeau, leur parler avec déférence, les laisser conduire la conversation, leur donner toujours raison. Mais c'est aussi, par exemple, dans quelque chose aussi banal que marcher sur un trottoir, les Noirs doivent s'écarter, laisser passer les Blancs, sans les bousculer, sous peine d'être rabroués, d'être agressés, ou qu'on appelle la police, qui va à ce moment-là venir arrêter le Noir qui a violé cette règle du comportement racial et l'amener à la geôle, lui infliger une amende que la personne noire ne pourra pas payer, et à ce moment-là, on sous-traitera cette personne à un propriétaire, un planteur blanc,
qui va payer l'amende en échange duquel il recevra le travail de cette personne noire qui a violé cette règle. Donc cette règle, elle obéit au principe qui est que le blanc le plus bas doit être plus haut que le noir le plus haut. Donc cette extraction de la différence, là aussi on voit le rôle de la violence. Si les noirs ne se comportent pas de manière à marquer leur infériorité, à tenir leur place, eh bien ils s'exposent immédiatement à une violence multiforme qui peut frapper à tout moment et qui peut facilement escalader d'une agression individuelle jusqu'à la violence létale. Donc ça c'est le deuxième étage. Troisième étage, c'est l'exclusion politique et judiciaire. Les Noirs ne peuvent pas avoir recours au vote pour essayer de se protéger de cette domination et ils en sont exclus par un ensemble de dispositifs bureaucratiques et par la menace de la violence. Dans le Mississippi, on dit que la place du noir implique que le noir ne doit pas voter. Et donc l'exclusion également judiciaire, ils ne peuvent pas avoir recours aux tribunaux, puisque les tribunaux opèrent en prolongement de la loi de la caste, et qu'ils protègent, ils laissent les Blancs exercer leur violence en toute impunité. Un dicton de Géorgie dit « Quand un noir tue un blanc, c'est un meurtre. Quand un blanc tue un noir, c'est un homicide justifié. Quand un noir tue un noir, c'est un noir de moins. » La mort blanche, c'est cette peur que toute interaction peut dérailler et peut mener à un acte de violence de la part d'un blanc qui vise à remettre le noir à sa place. Alors cette violence, je l'ai dit, elle est multiforme. C'est d'abord l'intimidation, ensuite c'est l'agression, le fouettage, la chasse à l'homme, le lynchage, une forme de lynchage qu'on appelle le lynchage avec torture publique, qui prenait la forme d'une cérémonie scénarisée dans laquelle les Noirs étaient torturés en public et devant un parterre de Blancs qui venaient de toute la région pour venir assister à ce supplice. Et cette peur donc, de cette violence multiforme qui pouvait frapper à tout moment, elle tendait à évidemment créer un halo d'anxiété. Je vais vous lire juste un petit passage du livre de John Dollard, un anthropologue qui a fait une étude qui s'appelle Caste and Class in a Southern Town, qui est sur la ville d'Indianola, dans le Mississippi, dans les années 30. Il dit « Chaque Noir du Sud sait qu'il est sous le coup d'une sorte de condamnation à mort. Il ne sait pas quand son tour viendra, mais il peut aussi bien arriver à tout moment. Cela tend à intimider l'homme noir et à le pousser à la soumission. » Alors, il faut déplier ces deux concepts. D'abord le concept de caste, ensuite le concept de terrorisme. Pour ce qui est du concept de caste, je m'appuie sur les travaux des anthropologues de l'Inde, mais aussi sur l'école dite de caste et classe, qui étaient des anthropologues qui avaient travaillé dans le sud des États-Unis et non seulement dans le Mississippi entre les deux guerres. Et je pointe que la caste a 4 propriétés. Premièrement, c'est un ordre social rigide. On ne passe pas d'une catégorie à l'autre. Ensuite, c'est un ensemble de catégories auxquelles on est assigné à la naissance et dont on ne sortira pas. Ce sont des catégories qui sont également endogames. Et enfin, cet ordre rigide, il est justifié par une doctrine de la pureté ou de la supériorité congénitale. Et je montre que ces 4 propriétés se retrouvent tout à fait dans les relations entre noirs et blancs dans le sud de Jim Crow. Ensuite, la notion de terrorisme, qui est beaucoup galvaudée, qui est utilisée un peu à tout va. Je lui donne un sens très précis, où je m'appuie sur les travaux de la politologue Martha Crenshaw, qui a travaillé très longtemps sur le terrorisme, longtemps avant que le terrorisme islamique rende le terme courant. Et elle propose que le terrorisme, c'est une violence ciblée qui s'exerce par surprise et qui vise à communiquer un message politique et à provoquer la terreur, provoquer la peur collective dans une population bien précise. Et là, je montre que, effectivement, la violence protéiforme et qui peut toujours être déclenchée contre les Noirs a ce caractère de violence terroriste. Et donc ce qui m'amène à dire que
quand on caractérise le régime de Jim Crow, par exemple, par l'expression qui est souvent utilisée de régime ségrégationniste, en fait, on manque véritablement ce qui fait la spécificité de ce régime. Alors la notion de racisme structurel, c'est à mon sens une notion rhétorique et non pas une notion analytique. D'abord, il faut savoir que si c'est nouveau dans le débat français, c'est un vieux concept qui remonte à une cinquantaine d'années, qui a été introduit par les intellectuels noirs Stokely Carmichael et Charles Hamilton en 1967 sous le vocable de racisme institutionnel. Mais typiquement, ceux qui utilisent la notion omettent de le définir ou quand ils le définissent, son extension est telle qu'on ne voit pas où il commence et où il s'arrête. Si on déplie les deux notions de racisme et de structure, on se rend compte qu'en fait, cette notion ne tient pas la route. Alors racisme, le terme est inventé en 1903, il est introduit dans les années 30 dans le débat public, en référence aux doctrines nazies de supériorité des Aryens, et à ce moment-là, il a un sens très défini qui est une doctrine de supériorité congénitale d'une population humaine sur une autre. Mais ensuite, le terme va subir une inflation conceptuelle telle que racisme aujourd'hui, ça peut vouloir dire des représentations, des attitudes, des affects, un comportement, des institutions, des organisations, des politiques publiques, un système. Donc on ne sait plus trop qu'est-ce que la notion de racisme désigne. Ensuite, la notion de structure, elle aussi, elle n'est pas clairement circonscrite. On ne sait pas quelles sont les institutions qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à la structure. Je prends un exemple, par exemple le système scolaire. Imaginons une école qui est ségrégée ethniquement. On pourrait dire elle fait partie du racisme structurel. Mais à quelle échelle? Puisqu'elle se traduit par une pénalité pour les enfants d'une certaine origine ethnique. Mais à quelle échéance? Immédiatement, à court terme, à moyen terme, à long terme. Cette institution, elle a des effets qui sont à la fois pénalisants pour ses enfants, mais aussi des effets positifs. Quid des enfants qui vont sortir de cette école, s'élever grâce à l'éducation, sortir de leur milieu, monter dans l'échelle sociale et dans l'échelle ethnique. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on décide que l'école fait-elle partie du racisme structurel ou est-elle un remède au racisme structurel? Donc on voit avec cet exemple qu'il n'est pas possible d'identifier clairement où commence et où finit le racisme structurel. Enfin, je dirais, Émile Durkheim, le père de la sociologie, écrit quelque part que le rôle de la science, c'est de faire des découvertes. Et je pointerai qu'en 50 ans, cette notion n'a pas produit la moindre étude majeure qui nous a appris quelque chose que l'on ne savait pas déjà. Et je pointerai enfin le fait que pour étudier, par exemple, la domination masculine ou pour étudier la domination de classe, on n'a pas eu besoin d'un concept de sexisme structurel ou de classisme structurel. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur Scholar Google, vous verrez que sous classisme structurel, vous trouverez 111 articles. Sous sexisme structurel, vous en trouverez 13 000. Mais pour racisme structurel, vous en trouverez 153 000. Donc on serait à même d'attendre que cette masse de travaux ait éclairé le problème. Et à mon sens, loin d'éclairer le problème, elle arrête l'analyse, l'investigation là où elle doit commencer, et elle constitue ce que Bachelard appellerait un obstacle épistémologique à la construction de l'objet qui nous intéresse. Et je propose dans le livre, bien entendu, il n'est pas question de nier la réalité de ce qu'on appelle vaguement le racisme, mais de donner des instruments pour mieux le comprendre. Et je pense que la notion de domination raciale est beaucoup plus opératoire et beaucoup plus puissante pour comprendre à la fois ce que les régimes de domination raciale ont en commun et également ce qu'ils ont de spécifique. On peut toujours s'appuyer sur des cas extrêmes pour comprendre les cas moyens ou les cas typiques, ordinaires. On peut tirer de l'analyse que je développe dans mon livre un ensemble de critères par lesquels on peut déterminer si oui ou non il y a une domination raciale qui s'exerce et sur quelle population. Ces critères, ils sont au nombre de 5. On peut se demander si une population est stigmatisée, si elle est stigmatisée et si elle est représentée comme congénitalement inférieure et extérieure, allogène en quelque sorte.
Premier élément. Deuxième élément, c'est la précarisation économique. Est-ce que cette population se trouve concentrée dans des zones de la structure socio-professionnelle où on a des emplois précaires, des emplois mal payés, des emplois salissants, difficiles? Troisième critère, c'est l'ostracisation sociale. Est-ce que cette population est maintenue à l'écart des réseaux de réciprocité, des réseaux d'intimité en particulier? Un très bon indicateur de la domination raciale, ce sont les taux d'intermariage entre populations. Quatrième élément, la marginalisation dans l'espace politique. Est-ce que ces populations ont un accès au vote, ont un accès, ont les moyens d'exercer, de trouver un poids électoral? Et enfin, dernier élément qui est très révélateur, c'est est-ce que ces populations font l'objet d'un ciblage policier et sont surreprésentées dans la population carcérale? Et vos auditeurs ou vos téléspectateurs peuvent voir à partir de ces 5 critères quelles populations dans la France contemporaine subissent effectivement une domination raciale ou subissent une inflexion raciale de la domination de classe. Je pense qu'il est important d'articuler ces deux dimensions et de toujours penser la domination de classe et la domination raciale dans un même mouvement.